Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'uniforme. Aujourd'hui je vais présenter l'uniforme soviétique porté durant les périodes hivernales par un tireur d'épée-28. Avant toute chose, je dois vous prévenir de certains éléments. Tout d'abord, je n'ai pas la prétention de tout savoir, donc si vous avez des remarques à faire sur la tenue que je vais vous présenter, alors c'est que vous en savez déjà plus que moi. Ensuite, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à vous constituer votre tenue au fur et à mesure, avec différents éléments que vous choisirez de porter ou pas en fonction de ce que je vais vous montrer, mais en aucun cas, elle ne constituera une bible qui vous épargnera l'achat de bouquins, magazines spécialisés ou encore tout simplement de recherches sur internet. On pourra facilement me contredire avec des photos d'époque, mais ce n'est pas parce qu'une photo montre quelque chose que c'était forcément réglementaire, et inversement, c'est pas parce qu'on n'a pas de photo d'un élément que ça n'a jamais existé. Vous retrouverez l'intégralité des éléments que je vais vous présenter dans la description de la vidéo avec le timing correspondant. Après la bataille de Koursk et la contre-offensive de l'armée rouge, Hitler décide d'adopter une stratégie défensive énergique. Parce que de toute façon, il n'a pas le choix, vu que la plupart de ses troupes sont des troupes inexpérimentées, vu qu'il avait quand même perdu pas mal de monde durant la bataille de Stalingrad, puis la bataille de Koursk. Staline, quant à lui, poursuit la libération des terres occupées par les Allemands et vise le charbon du Donbass, en Ukraine. Mais pour ça, il va falloir d'abord passer le Dniepr et atteindre la rive droite qui était occupée et très fortifiée par les Allemands. Le Dniepr est le troisième fleuve le plus important d'Europe, après la Volga et le Danube, et sa partie basse peut atteindre jusqu'à 3 km de largeur. Le 24 août 1943, sur une longueur de 1400 km, entre Smolensk et la mer d'Azov, 45 armées de l'armée rouge s'ébranlent en direction de l'ouest. Cela représente 2,65 millions d'hommes, équipés de 51 000 pièces d'artillerie, 2400 blindés et 2800 avions. En face, les Allemands peuvent aligner 1 250 000 hommes, 12 500 pièces d'artillerie, 2100 chars et 2000 avions. Pourtant, le combat reste difficile, les Allemands pratiquant la politique de la terre brûlée, pour pouvoir gagner du temps vis-à-vis de l'avancée soviétique. Les Allemands gardent même certaines agglomérations tellement longtemps que les Russes, pour gagner du temps, préfèrent contourner pour encercler la ville. Ces agglomérations sont donc tombées plus tard, les troupes se sont rendues. Le 15 septembre, Hitler ordonne à ses troupes de se replier derrière le Dniepr, et à la fin du mois, les soviétiques atteignent le cours inférieur du Dniepr. Une opération est reportée et lancée côté soviétique le 24 septembre, mais la première vague fut un monumental échec, les troupes tombant carrément au milieu de leurs copains rive gauche ou alors carrément dans le fleuve. Donc échec. Et la deuxième vague, elle, a réussi à atteindre la rive droite, sauf qu'ils avaient trop peu d'armes anti-chars, ils étaient trop peu nombreux, ils se sont fait littéralement déglinguer. La question se pose alors pour l'armée rouge, comment franchir le Dniepr et atteindre la rive droite, qui est en plus élevée et couverte de fortifications allemandes. Pour des raisons principalement politiques, Staline voulant occuper Kiev absolument pour le 7 novembre, il fut décidé d'y aller en force. Toutes les troupes soviétiques en même temps. Les soldats vont alors utiliser tout ce qui peut flotter pour traverser le Dniepr. Il a fallu énormément de pertes pour pouvoir atteindre la rive droite et pouvoir la tenir. Tenir différents points chauds, mais cette stratégie a fonctionné, les points ont tenu malgré les contre-attaques allemandes. À la fin du mois, on compte 23 têtes de pont, avec certaines larges de 10 km sur 1 ou 2 km de profondeur. Les Allemands ont tenté de contre-attaquer encore et encore, mais ça n'a pas fonctionné, les troupes soviétiques ont tenu, tellement que certaines divisions allemandes n'alignant plus que la moitié, voire même un quart de leur effectif. La bataille du Dniepr s'achève avec la deuxième bataille de Kiev, qui fut reprise après de longs mois de durs combats. Le bilan humain de la bataille de Dniepr est effroyable, 300 000 morts et 1 million de blessés ou prisonniers. Pour vous rendre compte, c'est autant de morts qu'à la bataille de Verdun, et c'est 2 fois plus de blessés qu'à la bataille de Verdun. Début 1943, Staline a souhaité mettre en avant l'esprit patriotique en rétablissant quelques éléments propres à l'époque tsariste. Il a fait modifier les blouses avec l'ordre 25 du 15 janvier 1943 en y ajoutant des pattes d'épaule en plus d'avoir rajouté des nouvelles décorations et des nouveaux ordres dans son armée.
Ainsi, toutes les blouses de l'armée rouge ont été changées entre le 1er et le 15 février 1943. Cette blouse est dotée d'un col droit fermé par 2 boutons et comporte des renforts de coude, qui peuvent ne pas être présents sur certains modèles. Les poches de poitrine sont généralisées sur la dernière partie de la guerre, mais sur les premières vareuses de 1943, elles n'en disposaient pas. La toile kaki devient blanchâtre au fur et à mesure des lavages ou de l'épouillage à la vapeur. La Russie a adopté le même pantalon pour les hommes de la troupe et pour les sous-officiers à partir de 1914. Tout au long des âges, il n'a subi que peu de modifications. On retrouve une martingale à l'arrière permettant un premier réglage de la taille, et des passants sont présents afin de pouvoir utiliser une ceinture. Il est en revanche pas possible d'utiliser des bretelles. Tous les pantalons, quelle que soit leur fabrication, ont globalement la même coupe avec une culotte de cheval et un lacet pour serrer à la cheville, facilitant l'insertion dans les bottes. Les bottes M38 furent conçues grâce à la technologie Kirsa, technologie développée par le chimiste Ivan Plotnikov, afin de pallier au manque de bottes en cuir et pouvoir ainsi équiper des millions de soldats. Les brodequins furent utilisés avec des bandes moltières, mais les soldats au combat préféraient largement les bottes à tige haute. Jusqu'à aujourd'hui, le Kirza est produit selon des procédés du temps de la guerre. Les spécialistes disent que plus de 150 millions de paires de bottes ont été produites au cours de l'histoire. Les semelles des bottes en cuir étaient en caoutchouc permettant d'isoler un peu plus la botte qu'avec une semelle en cuir classique. Les Russes ayant un climat très rude, il leur fallait de quoi se protéger au maximum du froid, ce que les Allemands n'ont pas considéré comme une priorité. La tenue Telogreïka était conçue pour tenir chaud, même par des températures extrêmes. Elle était à placer par-dessus l'uniforme classique. Le surpantalon matelassé modèle 1932, aussi appelé en russe Fatni Sharovari, avait la même coupe que le pantalon classique, avec des lacets de serrage au mollet, mais était un pantalon taille haute et du coton était placé en boudin, ceci afin de garder la chaleur corporelle à l'intérieur sans perdre trop en mobilité. Les bottes M38 venaient naturellement se placer par-dessus. Une martingale à l'arrière permettait de serrer la taille du pantalon, et des passants sont disponibles pour permettre de porter une ceinture. Pour compléter le pantalon, la Teogleika, ou veste matelassée modèle 1932, était constituée sur le même principe que le pantalon. 2 poches latérales permettaient de transporter un tout petit peu de matériel, une poche intérieure permettait de transporter un portefeuille. Une martingale à l'arrière permet d'ajuster la veste à la taille du soldat, celle-ci devant se porter près du corps pour une chaleur optimale. Elle se ferme par 5 boutons. Si vous portez une blouse M35 en dessous, il faudra laisser dépasser le col par-dessus, de manière à voir les pattes de col, donc les grades. Le col peut paraître un peu serré, mais cela est tout à fait normal. Cette veste est en effet à ma taille, réalisée sur mesure. Malgré qu'elle donne un aspect de bibin d'homme, elle était très demandée par les Allemands. Introduite par l'ordre du Conseil militaire révolutionnaire de l'URSS numéro 14 de janvier 1931, la Finka est un bonnet de fourrure plate destiné aux officiers. Cependant, des photos montrent que ce bonnet fut également utilisé par la troupe, d'où sa présence ici sur notre soldat. C'est l'ancêtre de la Shapka ou Shanka qui comportait des pattes pour recouvrir les oreilles, à rabattre sur le dessus de la toque. Elle comporte de la fourrure qui peut être de différentes couleurs suivant les modèles et fabrications, et les rabats peuvent se détacher afin de couvrir plus facilement les oreilles. Une étoile soviétique vient se placer au milieu de la partie avant, qui ne peut pas se replier. Le soldat soviétique n'était pas richement équipé, celui-ci devant pouvoir être mobile. Le reste de l'équipement restait dans les camions ou dans les casernes. Sur lui, il n'avait que le strict minimum vital, accrocher le ceinturon pour être agile et pouvoir être mobile sur de longues distances. De plus, le nombre de soldats soviétiques empêchait d'avoir énormément d'équipement par personne, le troufion étant considéré comme du consommable aux yeux de l'état-major. Le ceinturon en toile et en cuir est apparu en 1938 et se généralisera durant tout le conflit, celui-ci étant plus économique à produire que le ceinturon en cuir uniquement et nécessitant moins d'entretien. Sur le ceinturon, nous retrouvons une cartouchière supplémentaire en toile pour Mosin Nagant, dans laquelle nous retrouvons une grenade F1, grenade à main défensive par fragmentation qui s'inspire du modèle français de 1915. A noter que la grenade F1 de cette époque devait être de couleur olive, avec un détonateur et une goupille couleur alu, ce qui est une erreur ici. Il pouvait y avoir des bidons en aluminium, d'autres en verre. Il s'agit ici d'un bidon après-guerre décapé, glissé dans une housse type 38 avec une patte et un crochet pour le ceinturon, facilitant son utilisation par rapport à la housse classique. Le sac à pain modèle 1941 est glissé sur le ceinturon et permettait au soldat de transporter sa portion quotidienne de nourriture constituée principalement de pain. Chaque soldat était doté d'une pelle individuelle permettant de s'enterrer et ainsi de se protéger, remplir des sacs de sable ou creuser des tranchées. Elle est glissée dans une housse en toile et en cuir qui s'est retrouvée pendant tout le conflit. Destiné à être pratique, économique et facile à transporter, le sac d'assaut modèle 1930 était un sac à dos en toile, qui pouvait être de différentes couleurs mais principalement en vert et en brun. Il permettait de contenir tout le nécessaire de toilette, la gamelle dans sa housse, ainsi que les quelques vêtements de rechange, à savoir chaussettes, caleçons et des rations de combat. Il est inspiré du modèle Tsarit 1910 et ses bretelles servaient également de système de fermeture. Une patte de fixation permettait de relier les deux bretelles ensemble pour faciliter leur maintien lorsqu'il fallait courir ou ramper. Cela empêchait aux bretelles de quitter leur emplacement sur chaque épaule. Le sac d'assaut 1930
était nommée Mieszok en russe. La demi-tôle de tente ou plate palatka était repliée en boudin passant en bandoulière. Il fallait être deux pour pouvoir monter une tente grâce à deux demi-pans transportés par chaque soldat. La toile de tente pouvait également servir de poncho. Les deux extrémités se retrouvent en un point fixé grossièrement par une sangle rapide en toile. A vous de voir si vous préférez la porter sur l'épaule gauche comme ici ou sur l'épaule droite, comme dans ma vidéo de portation de l'uniforme d'automne, qui peut être moins pratique pour tirer au fusil, même si cela peut amortir le recul pour les plus sensibles. Il arrivait très souvent que les soldats utilisent les munitions et explosifs de l'ennemi. C'est ainsi que ce soldat a choisi de porter une grenade à main allemande type 24, ou Stilangranate, surnommée aussi presse-purée. Cette grenade est constituée d'un manche en bois avec une charge explosive placée dans la tête de la grenade. Il s'agit ici d'une reproduction factice très réussie, permettant ainsi de se rendre compte du poids de cet armement. Les têtes pouvaient se dévisser pour plus facilement constituer un chapelet de grenade avec un manche et 6 ou 7 têtes assemblées. Sur le culot est placé un bouchon qui révélera une petite ficelle qu'il faudra tirer pour allumer la mèche située dans le détonateur. Une fois cette mèche allumée, vous aurez un total de 5 secondes pour lancer la grenade avant que celle-ci n'explose. Des capuchons de quadrillé pouvaient venir s'ajouter sur la tête de la grenade pour rajouter un effet type fragmentation. Concernant le port de la grenade de ceinturon, attention à ne pas trop perdre en mobilité, mal placer la grenade pourrait vous abîmer les côtes en cas de chute sur le ventre. La DP-28 étant une arme collective, il était d'usage de retrouver un pourvoyeur transportant les munitions, ce pourvoyeur étant à l'entière disposition du tireur. Cependant, le manque d'effectifs dans certaines sections pouvait amener le tireur à être seul sur son fusil mitrailleur et donc être seul pour transporter les munitions. La sacoche spéciale pour transporter les chargeurs de DP-28 permettait soit de transporter les chargeurs entassés, soit de contenir la caisse spéciale destinée à transporter 3 chargeurs dans des emplacements fixes afin d'éviter que les chargeurs ne s'entrechoquent. Le sacoche en toile était doté d'une boucle en acier cousue à une patte en cuir. Elle était également dotée sur le dessus de 2 rabats fermés par un lacet, de manière à pouvoir transporter la caisse sans la verrouiller, car la fermeture de la caisse de transport est sur le côté, donc un endroit peu accessible une fois celle-ci glissée dans la sacoche. La sacoche avec la caisse et 3 chargeurs non garnis pèse 8 kg. Avec 3 chargeurs garnis à 47 cartouches, le poids total atteindra les 15 kg. Le fusil mitrailleur d'infanterie connu sous le nom de DP-28 fut la première mitrailleuse soviétique conçue après la Révolution. Elle fut massivement utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale malgré quelques défauts. Un des principaux était la dilatation du ressort récupérateur après des tirs prolongés, ce qui provoquait des incidents de tir. Le bipied était également considéré comme fragile et pas très pratique. Son poids de 9,12 kg à vide pour 11,9 kg avec un chargeur garni de 47 cartouches de 7,62 par 54 R, munitions du Mosin Nagant, était également un point noir concernant la mobilité de l'engin. Le chargeur circulaire venait s'emboîter sur le dessus et le levier d'armement se situait en dessous du corps de l'arme. Il était possible et conseillé d'ajouter une bretelle afin de faciliter son transport, ou même de pouvoir tirer en position debout, même s'il était très difficile d'atteindre une cible dans cette position. A noter que cette DP-28 est neutralisée et acquise avant avril 2016, donc tout à fait légale malgré les manipulations possibles sur le chargeur, la détente et la culasse. Le bipied peut se verrouiller en position repliée, mais cela gênera la manipulation du levier d'armement, voire cela peut même le bloquer lors du tir. Pensez à ne pas laisser traîner vos mains sous peine de perdre des doigts lors du tir, le levier d'armement étant mobile. La détente est dotée d'une sécurité, il faut enfoncer une petite clavette avant de pouvoir faire fonctionner la détente. Voici donc comment étaient équipés les tireurs de mitrailleuses DP-28 lors des batailles hivernales après 1943. Le pourvoyeur, s'il en a un, portera une sacoche de chargeur de DP-28 supplémentaire, ou la sacoche du tireur s'il n'y en a qu'une. La sacoche sera portée du côté où il n'y a pas le fusil mitrailleur de façon à équilibrer les charges lors du transport. Le pantalon M35 était le pantalon réglementaire dans toute l'armée soviétique à partir de 1935. Ce modèle est une évolution du modèle de 1914, la base restant très similaire pour les hommes de la troupe et les sous-officiers. Les officiers, quant à eux, avaient leur propre pantalon. Il est fabriqué en toile forte brune, dispose de renforts aux genoux et une série de passants permet d'y fixer une ceinture. A noter qu'il y a 2 étages possibles sur ces passants. Le pantalon se ferme au moyen de boutons ainsi qu'un crochet de fixation en métal à glisser dans un passant métallique, ceci afin de pouvoir sécuriser la fermeture et soulager la pression sur les boutons. La blouse M43 est l'évolution directe de la blouse M35, déjà présentée dans une autre vidéo de présentation d'uniforme. Il y a eu également une version hybride entre les deux afin de pouvoir faire la transition entre l'ancien modèle, avec des grades sur le col, et le nouveau, avec des larges pattes d'épaule. Les premières versions de blouse M43 sont apparues sans poche de poitrine pour les personnels de la troupe,
mais les poches sont rapidement revenues, car pratiques pour stocker le livret militaire et autres petits équipements. Le surpantalon M1932 fait partie de l'ensemble Telogrica, ou uniforme matelassé destiné à tenir très chaud durant les périodes hivernales très rudes. Ce pantalon a presque la même coupe que le pantalon M35, mais est doté d'une unique petite poche à l'avant. Il a également des lacets enserrant le mollet pour permettre l'insertion dans les bottes. On retrouve également un renfort au niveau des genoux. Le bas des jambes est légèrement moins fourni en doublure coton pour pouvoir bouger sans être trop gêné par l'épaisseur. Le pantalon peut également recevoir une ceinture avec deux emplacements prévus, des grands passants étant cousus au milieu pour pouvoir les diviser en deux. Pour compléter l'ensemble Telogrica, il nous manque la veste matelassée M1932. Constituée de la même manière que le pantalon, elle est dotée de boudins parallèles sur toute la longueur de la veste. Elle se ferme par 5 boutons, savoir fixer les 5 passants qui se démarquent du pan gauche de la veste. Les boutons sont excentrés. Elle a deux petites poches sur le flanc et une martingale à l'arrière permet de régler la taille à la morphologie du soldat. Il existe plusieurs modèles de Telogrica, mais tous sont très similaires. Si vous portez une blouse M35 en dessous, il vous faudra faire ressortir le col par-dessus la veste matelassée. Malgré qu'il s'agisse d'une copie réalisée sur mesure par un grand fabricant biélorusse, on remarque la présence d'une étiquette avec un marquage très bien reproduit. Attention à bien choisir votre taille, quitte à prendre légèrement plus grand. N'oubliez pas que vous devez porter un uniforme en dessous. Les bottes M38 sont les bottes réglementaires de l'armée rouge. Elles sont en cuir avec une semelle en caoutchouc. Il s'agit ici de bottes d'après-guerre, plus économiques à trouver que les copies de M38 d'époque, qui ne diffèrent que par le schéma de la semelle constituée de tétons. Attention à la taille de vos bottes, il faut que le pantalon et le surpantalon puissent passer sans écraser complètement votre mollet. La Finka M1931 fut utilisée massivement par les officiers durant la guerre d'hiver contre la Finlande en 1939 et 1940, d'où son appellation gagnée durant cette période, Finka étant le diminutif de Finlande. Mais rapidement, ce bonnet de fourrure fut distribué sans distinction de grade à toute la troupe, que ce soit pour les soldats du rang ou pour les sous-officiers. Elle se distingue de la chapka ou shanka, apparue après par la forme de serraba, ceux-ci ne pouvant être noués sur le dessus du bonnet. Ces rabats sont en fourrure alors que le dessus est en laine de mouton. L'intérieur est en coton cousu de manière à garder un ensemble rigide sur la tête. Les rabats sont maintenus droits grâce à deux crochets placés de chaque côté à l'avant du bonnet. Il est possible de rabattre les côtés sur les oreilles afin de les protéger ainsi que le cou. Une étoile soviétique est à placer à l'avant du bonnet noyée dans la fourrure. Afin de bien placer votre finka droite sur votre tête, n'hésitez pas à utiliser votre doigt pour aligner l'étoile avec l'arête de votre nez. Son utilisation durant la Seconde Guerre mondiale fut cependant moins remarquée que les chapka ou shanka. Il existe différentes couleurs de fourrure et de laine afin de coller au mieux avec l'environnement, qui peut être plus ou moins gelé. Le branlage des hommes du rang n'était pas très garni, ceci étant un peu considéré comme du consommable aux yeux des intendants. Donc les équipements restaient très rustiques et peu onéreux. Le ceinturon en toile tressée et en cuir permet de faire tenir l'équipement nécessaire à la survie du soldat soviétique. Ainsi nous retrouvons la pelle en acier avec un manche en bois, glissé dans son étui en toile avec une fermeture en cuir et une boucle en acier. Au milieu du ceinturon, nous trouvons le sac à pain M141, ici vidé de son contenu. Puis le bidon en aluminium glissé dans sa housse type 38, fermé par un lacet. Une cartouchière supplémentaire permet de glisser une grenade F1, grenade défensive qui devrait être de couleur vert olive avec une goupille, un détonateur et une cuillère couleur alu. Cet ensemble ne pèse pas très lourd, mais le pire est à venir avec la suite de l'équipement. Le sac d'assaut M1930 fut largement utilisé pendant toute la guerre du fait de sa rusticité et donc de sa fabrication économique. Une simple poche dotée de passants pour constituer à la fois des bretelles mais aussi le système de fermeture du sac. Une patte de fixation en toile avec un système de verrouillage en bois permet de maintenir les bretelles sur l'avant pour un meilleur maintien du sac au milieu du dos. Il existe plusieurs modèles et plusieurs couleurs de toile en fonction des fabricants et de l'usage sur le terrain. En effet, la toile a tendance à blanchir avec le soleil. La demi-toilettante Plach Palatka est ici roulée en boudin de façon à pouvoir permettre son transport en bandoulière. A vous de choisir le sens dans lequel vous voulez la porter, mais la plus pratique est de la porter sur l'épaule gauche, surtout si vous êtes droitier. Il faudra une deuxième toilettante pour permettre l'assemblage d'une tente complète. Pensez à vous procurer une sangle rapide en toile ou en cuir afin de lier les deux extrémités. Les armes de prise étaient monnaie courante, encore plus lorsqu'il s'agit d'engins explosifs. La grenade à manche allemande de type 24 est donc présentée ici avec une tenue soviétique, celle-ci étant plus facile à utiliser qu'une grenade type ananas. Elle était cependant moins pratique à se transporter à cause du manche encombrant, mais il est plus facile de découpiller une grenade à manche avec une simple ficelle à tirer qu'une grenade ananas. La sacoche DP28 était principalement destinée aux pourvoyeurs de fusils mitrailleurs DP28, mais pouvait également être transportée par le tireur lui-même si les effectifs venaient à manquer. Elle contient une caisse de transport en acier avec une contenance de 3 chargeurs tambours de 47 cartouches. Chaque chargeur a son propre logement, empêchant ainsi au chargeur de s'entrechoquer et donc de faire du bruit, voire même de s'abîmer lorsqu'il s'agit de se déplacer. La caisse étant ronde sur le dessous, elle n'est pas faite pour être posée sur le sens que nous appellerions communément bas.
Attention donc lors de vos manipulations, il faudra incliner la caisse pour avoir une meilleure stabilité. Comme la boîte en acier a un système de fermeture qui n'est pas compatible avec l'emport dans la sacoche en toile, deux rabats viennent se placer par-dessus avec un lacet pour les fixer. Le fusil mitrailleur TP28 était une arme lourde, largement utilisée durant toute la Seconde Guerre mondiale, car alliant mobilité et robustesse, malgré les quelques défauts qu'on pouvait y trouver. Le principal pourrait être le bipied, pas très pratique à utiliser, contrairement au MG42 par exemple, et pas très solide. Le deuxième était que le ressort récupérateur se dilatait lorsqu'il chauffait, entraînant des incidents de tir. Malgré le climat russe très rude en hiver, la température d'une arme peut monter très rapidement après un chargeur tiré en automatique. Le chargeur se déverrouille en tirant le levier situé derrière la hausse. Sur le modèle que j'ai, ce levier est soudé, je ne peux donc pas verrouiller de chargeur sur l'arme. Un petit anneau est situé sur le dessus du chargeur, destiné à faciliter le rechargement du chargeur en munitions de 7,62 par 54R, la même munition que pour le Mosin Nagant. Cette arme ne tirait qu'en rafale et pesait 9,12 kg à vide pour 11,9 kg avec un chargeur garni. Il était donc préférable d'être plusieurs pour manipuler cette arme avec les chargeurs supplémentaires, ceci afin de gagner en mobilité. J'espère que cette vidéo vous aura plu camarades, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ben oui, nous sommes communistes, partageons les vidéos. À vous abonner, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation d'uniformes et ou de répliques. Das Vitania! Gros câlin. Oui, avec le camarade canin.